Je crois qu'avec ce thème, en fait, existe-t-il une solution au conflit israélo-palestinien? On pourrait le formuler autrement. Le conflit israélo-palestinien est-il résolvable? On touche un peu au cœur du sujet. Finalement, on arrive à mi-chemin dans ces interventions que j'ai commencées sur Israël dans l'œil du cyclone au Moyen-Orient. Et c'est vrai que, a priori, il semble bien que le conflit israélo-palestinien, bien qu'il existe au Moyen-Orient de nombreux autres conflits, j'avais expliqué ça dans notre première approche sur les printemps arabes qui sont devenus des hivers islamiques, si, qu'à Dieu ne plaise, Israël n'existait pas, eh bien, on a bien vu depuis 5-6 ans, pour ceux qui avaient besoin de s'en convaincre, que c'est pas la présence d'Israël dans cette région, comme ce que croient les Européens, et ce que veut croire l'ONU ou même les Américains maintenant, c'est pas notre présence qui engendre tous les problèmes qui secouent cette région. Et je dirais même plus, c'est que les nombreux conflits qui ont émergé depuis maintenant de nombreux mois, depuis 2010, fin 2011, ça va faire plus de 5 ans, eh bien, ces conflits n'ont strictement rien à voir avec l'existence d'Israël, ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, ensuite évidemment en Égypte, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Bahreïn. Il faut vraiment une très mauvaise foi qui est celle de la presse occidentale et des institutions européennes notamment, pour croire encore que si on arrivait à résoudre, ce qui n'est pas chose facile, c'est notre question de ce soir, le face-à-face israélo-palestinien, ben tout ça se calmerait, parce que tous ces conflits qui déchaînent la région depuis 5 ans n'ont rien à voir avec l'existence d'Israël. Et comme je disais tout à l'heure, si, qu'à Dieu ne plaise, Israël n'était pas sur la carte du Moyen-Orient, eh bien, il se pourrait même que les conflits en question soient encore pires et soient encore plus virulents. Donc ça, c'est une première remarque préalable. Je disais qu'en traitant de ce sujet, on touche au nœud gordien disons, des conflits israélo-arabes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, d'autant que depuis un siècle, depuis le retour des Juifs dans cette partie du monde, et évidemment depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les voisins d'Israël, qui affichaient un refus obstiné de l'existence d'un État juif dans cette région, eh bien les voisins d'Israël n'ont cessé de se servir du problème palestinien comme d'une sorte de dérivatif de sujet de bouc émissaire, à nouveau, les juifs bouc émissaires, mais cette fois sous forme d'État, pour monter, je dirais, leur propre population, pays par pays, contre Israël. Et finalement, la haine anti-israélienne et le conflit israélo-palestinien a servi de dérivatif à toutes sortes de dictatures qui entouraient Israël, que ce soit l'Égypte, au moment de Nasser, et puis même après sous Sadat, bien qu'il ait fait, lui, il ait pris des décisions assez importantes. En Syrie, c'était évident, avec la dynastie des Assad. En Jordanie, plus ou moins. Et donc, ça a servi, si vous voulez, de dérivatif pour les dictatures qui entouraient Israël. Il n'en demeure pas moins qu'il y a effectivement un problème. On va essayer de le cerner. Mais je voudrais aussi faire un avertissement sémantique. C'est que ce sujet est tellement le nœud gordien de toutes les passions et les hostilités qui se déchaînent contre Israël, que les mots qu'on va choisir et le vocabulaire et la sémantique avec laquelle on s'exprime sur ce sujet sont très importants. Parce que si on s'en tenait à ce que moi j'appelle l'indignité des mots, c'est le contraire de la dignité des mots et de la vérité des mots, l'indignité des mots qui a cours sur la scène internationale, mais aussi dans les médias, où on parle de colons, de colonisation, d'occupation. D'ailleurs, c'est très simple, si on devait faire un classement de sémantique, il y a 2 thématiques qui reviennent dans le vocabulaire de la presse ou des hommes politiques quand ils parlent de ce conflit. C'est le traumatisme vécu par l'Europe de la colonisation, et donc on fait des comparaisons aberrantes entre, par exemple, la guerre d'Algérie autrefois en France, en Algérie, et ce qui se passe ici, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il y a donc le fantasme de la colonisation et le traumatisme de la Shoah, puisqu'on utilise à dessein, je donnerai des exemples tout à l'heure, des mots occupation et libération, etc. Je crois que on y reviendra. Il y a une formule, moi, que j'utilise qui est, par exemple, quand j'ai dirigé plusieurs rédactions et il a fallu donner des consignes aux journalistes, j'ai toujours dit qu'il fallait utiliser des mots honnêtes. Il n'y a pas d'objectivité, il y a une honnêteté. Alors, on parlera par exemple de localités juives en Judée-Samarie et pas des colonies occupées
n'est pas des colonies de la Cisjordanie occupée. Parce que quand on parle de colonies de la Cisjordanie occupée, on a déjà décliné tout une prise de position. Localité juive de Judée-Samarie ou de la rive ouest du Jourdain, peut-être, si on va un peu plus loin. Donc il y a un problème sémantique qui est très grave parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées préconçues, peut-être pas chez les juifs qui nous écoutent ce soir ou dans le public juif, et même le public juif se laisse influencer lui aussi, à force, décennie après décennie, par ce verbiage qui est extrêmement partisan de la classe politique et des journalistes. Donc ça, c'est une mise en garde. Vous verrez, je reviendrai parce que je crois qu'on a décidé de faire 2 séances. Je vais vous donner un peu comment le plan selon lequel on va s'organiser. On va faire 2 séances parce que ce dont on va parler ce soir, pour répondre à notre question, c'est, si vous voulez, l'aspect historique et géopolitique, proper, comme on dit en hébreu, spécifique, qui a trait à cette question. Et la semaine prochaine, parce que c'est le complément indispensable, j'amènerai, si vous voulez, un certain nombre de sources à la fois dans le Tanakh et dans les commentateurs modernes, qui expliquent pourquoi, selon eux, le problème palestinien, compte tenu de ce qu'est l'identité palestinienne et ses objectifs, eh bien, pourquoi justement ce problème n'est pas résolvable dans l'équation actuelle? Parce que, pour dire les choses simplement, ce n'est pas qu'un problème territorial et c'est bien loin d'être qu'un simple problème territorial. Et je dirais, pour commencer par la fin, toujours en introduction, que si ça avait été un problème territorial, comme il y a eu dans toutes sortes d'endroits, eh bien, ça fait longtemps qu'il aurait été résolu. Mais justement, on se retrouve plus d'un siècle après l'arrivée des premiers pionniers juifs de retour en terre d'Israël. Certains disent même que le retour a commencé pas seulement avec le mouvement d'émancipation lancé par le sionisme moderne, Herzl et le mouvement sioniste, mais ça a commencé aussi, d'une certaine manière, 4 siècles plus tôt, c'est-à-dire il y a 5 siècles, au moment d'expulsion, enfin dans le sillage de l'expulsion des Juifs d'Espagne, quand en fait les premiers qui sont revenus, notamment à Sfat, avec le courant, disons, des grands sages Mekoubalim de l'époque, donc, si vous voulez, qui est en fait la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. C'est Sfat, d'ailleurs, c'est écrit dans nos textes, que avant le repeuplement du reste de la terre d'Israël, eh bien, le mouvement messianique, on dit comme ça qu'en fait, le Messie passera par Sfat. Et bien en fait, ça a été vérifié, c'est-à-dire que c'est d'abord à Sfat, avec les grands rabbinim comme le Moshe Cordovero, le Rav Yitzhak Luria, tout le monde connaît ça, c'est par le retour de la Torah en Eretz Israël qu'a commencé en fait le grand retour des Juifs. Alors il a fallu 4 siècles pour que ça devienne un mouvement social, politique, d'émancipation, mais c'est un phénomène, si vous voulez, qui n'est pas que géo- ou sociopolitique, c'est un phénomène très profond, le retour du peuple juif sur sa terre, qui a commencé, je crois, donc oui, dans le sillage de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a 5 siècles. Et donc, alors évidemment, l'État d'Israël s'est créé il y a même pas 70 ans, on a fêté le 68e anniversaire de l'État d'Israël aujourd'hui, mais on sait très bien que ce mouvement, c'était un processus qui avait commencé bien longtemps avant. Alors, toujours dans cette introduction, en fait, je vais vous citer 3-4 mots d'analyse d'un des rédacteurs en chef du journal dans lequel j'avais travaillé, le Jérusalem Post, dont j'étais le rédacteur en chef pour l'édition française, au moment justement de la crise, d'abord la crise du Golfe en 91, ensuite il y a eu la formation du gouvernement Rabin en 92, et en 93, les fameux accords d'Oslo. Et donc, à cette époque-là, on était au Jérusalem Post, l'un des seuls journaux de la presse israélienne, et je dirais même de la presse juive internationale, à être dubitatif sur le processus, une espèce de religion de la paix qui s'était créée. On croyait que ça y est, parce qu'on avait pu négocier quelque chose avec Arafat, en plus, il faut savoir quoi, eh bien, on allait passer à une ère d'entente et on mettrait fin à ce conflit. Je vous signale, on verra tout à l'heure, que les accords d'Oslo, c'est des accords intérimaires, c'était pas des accords de paix, c'était des accords provisoires, une sorte de passerelle entre la situation de conflit qui présidait jusque-là, vers une situation qui aurait pu être meilleure et négociée. Évidemment, ça a mal tourné, comme vous le savez, tout le monde, très peu de gens
à part quelques entêtés malades de ce que j'appelle moi comment dirais-je, de ce qu'on appelle la dissonance cognitive en psychologie, c'est-à-dire des gens qui ne regardent pas le réel et qui préfèrent voir le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit et non pas tel qu'il est, à part un certain nombre de gens qui sont malheureusement assez nombreux dans le monde juif aussi. Tout le monde sait que les accords d'Oslo ont été un échec flagrant et qu'ils ont même aggravé la situation. Alors je voudrais vous citer justement quelques lignes pour mettre les enjeux à hauteur, quelques lignes de celui qui fut un temps le rédacteur en chef du Jerusalem Post et qui est maintenant au Wall Street Journal et qui s'appelle, donc c'est la presse anglo-saxonne, mais Bret Stephens. Et voilà ce qu'il a dit en quelques lignes qui résume bien un petit peu, surtout en introduction, la problématique sur laquelle on va s'attarder. Il disait ceci: Israël est un État parce que son peuple a été capable de créer les institutions nécessaires à un État moderne pour survivre à la fois au plan politique, économique et militaire, en commençant par le monopole de l'usage de la force légitime. Bon, c'est-à-dire qu'on a créé un pouvoir centralisé qui a des codes d'usage de la force. Or, cela fait maintenant 23 ans, j'ai actualisé sa citation, parce que lui, il avait parlé il y a 3-4 ans. Bon, je veux dire, aujourd'hui, cela fait maintenant 23 ans que l'autorité palestinienne, qui a été créée en 1993, donc elle gère théoriquement les besoins du peuple palestinien, ou de ce qu'on appelle ainsi. On verra si c'est une bonne appellation. Et cette autorité palestinienne, écrivait donc quelques semestres Stephens, eh bien, n'a réussi à faire d'aucune de ces institutions des leviers pour la création d'un État palestinien. Et elle a, si vous voulez, elle a fait tout le contraire de ce que les initiateurs d'Oslo comptaient. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mal géré, bon là j'extrapole de la citation, j'ai fini, elle a mal géré les besoins du peuple palestinien et elle a utilisé la violence. C'était la fameuse stratégie définie par Arafat au moment d'ailleurs d'Oslo. Il a appliqué sa stratégie qui s'appelle la stratégie du salami. Qu'est-ce que c'est la stratégie du salami? C'est comme des tranches de saucisson. C'est-à-dire que pendant les moments où on négocie, alors on demande le maximum, on est intransigeant et on essaye d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de demander ce qui n'est pas demandable. Et quand ça ne marche pas, alors on abandonne la négociation et on fait des attentats et on fait un aller-retour entre les phases négociées où on est irrédemptiste, on demande le maximum, et les phases où ensuite on fait jouer les policiers de l'autorité palestinienne qui, sous les accords d'Oslo, sont transformés en terroristes, et pour cause, ils avaient des uniformes, des armes, y compris fournis par Israël, et donc on a un aller-retour entre la violence terroriste et la phase négociée, et ça s'appelait la stratégie du salami. Alors, comment on va faire? Je vais faire en fait ce soir 2 points, et je réserve, si vous voulez, un peu le secret, j'allais dire, ou le décryptage qu'on peut appuyer sur la chorma d'Israël, ce que j'appelle moi la connaissance profonde des sages d'Israël, aussi bien passé que contemporain, ce que j'appelle la science politique hébraïque. Il existe une science politique hébraïque qui, sur ce sujet, a son mot à dire pour définir l'identité palestinienne et expliquer cette impasse. Alors ça, on laissera à la fin comme plus qu'une cerise sur le gâteau, ce sera la moitié du gâteau, mais on ne pourra pas traiter entièrement cela ce soir. Alors ce que je vais faire 2 points essentiels pour qu'on puisse débattre plus qu'à l'accoutumée, parce que je me rends compte que c'est un sujet qui est évidemment très prenant. On va faire d'abord, si vous voulez, une partie sur les tentatives successives depuis 1947 d'essayer de trouver une solution à ce sujet, à ce problème, qui se sont succédés depuis, donc maintenant, si on prend 1947, ça fait presque 70 ans. Donc, premier point, je vais les énumérer en allant vite. Et puis après, on essaiera de montrer pourquoi la faillite des accords d'Oslo, qui ont demandé du temps à s'avérer comme une faillite, ont signé, comment on dirait en hébreu, ont complètement arrêté la non-viabilité de la fameuse solution dont tout le monde parle et qui obsède par exemple les Européens comme les Américains, parce que peut-être que dans les consciences israéliennes de manière majoritaire, on sait que
la formule d'Oslo qui disait les territoires en échange de la paix, enfin les territoires en l'occurrence, les territoires qui sont tombés sous le contrôle d'Israël pendant la guerre des 6 jours, Judée-Samarie, quartier est de Jérusalem, Golan et évidemment Gaza, qui de toute manière est maintenant dans les mains des Palestiniens, à tort ou à raison, que cette formule d'Oslo qui disait Israël revient peu ou prou à ses frontières d'avant 67, donne le contrôle, une autorité palestinienne, même pas encore tout de suite sous forme d'État, sous forme d'autonomie, puisque c'était ça les accords d'Oslo, en échange de quoi? Ben de la paix. C'est-à-dire la formule, on échange la terre pour de la paix. Or, tout le monde a bien vu, et il ne s'agit pas ici de faire le procès de tel ou tel parti politique, etc., mais c'est une évidence pour celui qui est honnête, que ce processus-là de l'échange de la terre, c'est-à-dire le don, on accorde des terres aux Palestiniens, qui n'ont d'ailleurs été, ça je le dirais aussi, ces terres de Judée-Samarie, Gaza, comme des quartiers de Jérusalem, n'ont jamais appartenu dans l'histoire à aucune entité palestinienne. Je crois que vous le savez, c'est pas un scoop ce soir. Donc il s'agit justement là de faire attention, non pas de redonner, de restituer, parce que quand on dit redonner et restituer, c'est comme si ça leur avait appartenu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire une entité palestinienne, et on verra tout à l'heure, ou même la semaine prochaine, que c'était je dirais, la cause palestinienne a été inventée et créée à partir de rien au début des années 60, surtout après la guerre de 67, à la fois, j'allais dire, par Moscou, qui était à l'époque donc l'ex-URSS, ils sont les bolcheviks et les communistes qui ont créé la cause palestinienne et auxquels le Quai d'Orsay et l'Europe ont ensuite emboîté le pas pour faire des Palestiniens des victimes et des victimes de la soi-disant colonisation israélienne. Il n'y a jamais eu d'entité palestinienne dans cette région. Et donc, il faut faire attention aux mots. Il ne s'agit pas donc, dans Oslo, il ne s'agissait pas de restituer, de redonner, mais de donner purement et simplement, c'est-à-dire d'accepter de faire un compromis sur la terre pour obtenir la paix. Or, même les gens, si vous voulez, qui ont promu ce processus d'Oslo, la plupart des gens de gauche ont convenu, sauf quelques entêtés, que ce processus s'est grippé et qu'il a déraillé. On essaiera de voir pourquoi tout à l'heure. Donc, alors, on va faire donc 2 parties. Les tentatives nombreuses, et en fait, depuis 47, et je ne vais évidemment pas les analyser ce soir avec vous, il y en a 18. Et voilà, on a sous les yeux, vous voyez, la première tentative officielle, il y en a eu une avant, mais on ne va pas rentrer trop longtemps dans l'histoire, la conférence de San Remo, et aussi les pourparlers sur le mandat britannique. Vous savez que les frontières qui avaient été allouées au foyer national juif à l'époque, par la déclaration Balfour de 1917, eh bien, étaient bien plus larges que celles dont on va parler maintenant. Et la première photo qu'on a, le premier document, c'est cette fameuse Assemblée générale des Nations Unies qui, le 29 novembre 1947, a voulu résoudre, sachant que les Britanniques allaient partir imminemment de cette région, qui devenait ingouvernable pour eux, eh bien, a voulu trouver une solution en décidant d'une partition de la Palestine. Donc c'est la déclaration on appelle ça en hébreu, Kaftet November, le 29 novembre 1947. Les Nations Unies ont décidé de diviser une partie, le tiers en fait de la chauffage du mandat britannique. Vous voyez, on a cette carte-là qui apparaît. En fait, le mandat britannique s'étendait bien au-delà du Jourdain. Il allait sur une partie de l'Irak. Et en fait, le territoire sur lequel a statué en 1947 l'ONU pour faire une partition, plan de partage, on appelle ça, c'est le tiers seulement du mandat britannique et de la déclaration Balfour qui avait alloué toutes ces terres au peuple juif. Donc on parle du tiers déjà. Alors sur ce tiers, eh bien les Nations Unies ont voulu avancer une solution en disant ben, on crée un État juif qui est en rouge, là vous voyez la partie orange, et un État arabe. Alors, à simple vue de cette carte, sans du tout rentrer dans une polémique, on se rend compte que, vous voyez, les 3 parties de l'État juif, surtout le Negev, avec un peu le sud de Jérusalem, les régions sud, les monts de Hebron et autres, et aussi la bande côtière qui est à peine connectée, et la partie de Galilée autour de Tibériade qui est elle-même à peine connectée à la zone au centre de laquelle se trouve Haïfa, on se rend compte, il ne faut pas être un grand clerc. Il ne faut pas être un spécialiste d'histoire pour se rendre compte que ce plan de partage, c'était envoyer les Juifs
à l'abattoir, c'est-à-dire que sous prétexte de leur donner une indépendance, c'était pas viable, c'était quelque chose qui ne pouvait pas tenir. Et d'ailleurs, vous savez comme moi, ici on a la carte d'Israël, mais savez-vous quelle est, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec je dirais mais peu importe. En tout cas, de Jéricho que vous voyez au-dessus de la mer Morte jusqu'à Tel Aviv, la largeur de ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort, plus qu'à raison dans la presse internationale, le Grand Israël, puisque le Grand Israël, c'est pas le mandat tel que je l'ai décrit, le mandat britannique qui va jusqu'à l'Irak. Ce qu'on appelle aujourd'hui Grand Israël dans la presse internationale, c'est les 70 km de large, à vol d'oiseau en plus, qui sépare Jéricho, voilà, de Tel Aviv. Et en fait, si vous voulez, dans un mouchoir de poche qui représente 2 départements français, on a voulu créer 2 États qui n'étaient pas du tout viables. Alors vous savez comme moi, je m'étends un peu sur cette première tentative parce qu'elle a emporté la logique de toutes les autres, c'est que malgré le fait que c'était pas exactement ce dont rêvaient les promoteurs du sionisme, ni même Ben Gurion, eh bien, les Juifs, comment dirais-je, le gouvernement provisoire qui s'était créé, que Ben Gurion a réussi à créer contre l'avis d'ailleurs de ses pairs qui pensaient devoir attendre, eh bien, le gouvernement juif a accepté, enfin, ce qu'allait devenir le gouvernement juif quelques mois plus tard, puisqu'on était en novembre 47 et l'indépendance c'était en mai 48, a accepté ce plan de partage, et alors que les Arabes l'ont refusé, et qu'ils ont ouvert les hostilités. Le soir du 27 novembre, la guerre d'indépendance commence parce que les Arabes attaquent par toutes les implantations juives, enfin j'aime pas d'ailleurs ce mot, les localités juives, les fermes, les moshavim, les kibbutzim, y compris dans certains quartiers comme Yafo, il y a des émeutes à côté de Tel Aviv. Bref, la guerre commence le soir du 27 novembre parce que les Arabes de Palestine, entre guillemets, d'Eretz Israël et les pays voisins refusent le plan de partage, refusent la création d'un État juif, même croupion et intenable comme celui-là. Et je crois que ce moment-là, c'est un moment crucial, parce que aujourd'hui, finalement, si on prend maintenant le problème aujourd'hui, je vais faire des allers-retours comme ça, c'est qu'aujourd'hui, que demandent les Palestiniens? Ils veulent qu'Israël revienne à ses frontières d'avant 67. On va les voir tout à l'heure, mais peu importe. Ça, c'est les frontières de 47, enfin les frontières, la proposition de frontières. Vous savez qu'après la guerre, qui a duré jusqu'en 49, et peut-être, on va voir la carte tout à l'heure, pas tout de suite, voilà. Il y a, si vous voulez, Israël a élargi finalement le plan de partage, c'est-à-dire à repousser les envahisseurs arabes et à créer un État, si vous voulez, avec au moins une continuité territoriale. Et ce qu'on a, c'est pas des frontières, j'insiste beaucoup, ce sont des lignes d'armistice. Comme le dit la légende, alors bon, j'aime pas l'expression conquis, c'est des territoires acquis par Israël lors de la première guerre israélo-arabe de 48 à 49, ok. En fait, ça a commencé novembre 47, mais disons 48-49. Et là, on a en filigrane, si vous voulez, en jaune, on a le plan de partage de tout à l'heure qui était en orange. Et donc Israël a repoussé, a au moins fait des communications pour. Mais même cette ligne d'armistice que les Palestiniens appellent aujourd'hui les frontières d'avant 67, même dans le droit international, ça n'a jamais été des frontières. Ce sont des lignes d'armistice, des lignes de cessez-le-feu, et ce sont ces lignes que comment dirais-je, Abba Eban, le premier ministre du jeune État d'Israël en 48, avait appelé les frontières, entre guillemets, ou les lignes d'Auschwitz. C'est-à-dire que même en repoussant l'État croupion qui était inviolable, qui avait été accordé par la communauté internationale, en fait, on voit que même ces frontières-là ne sont pas viables, parce que là, peut-être que Yoav va m'aider, parce que moi, j'arrive mal à me servir des outils ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus la carte en ce qui me concerne, mais comment dirais-je, mais si vous voulez, il y a de la ligne d'armistice où Israël s'est arrêté en 49 jusqu'à la mer, il y a 17 km de large. Tout à l'heure, on parlait de 70 km entre le Jourdain et la mer, et entre la ligne du côté de Toul-Karem, en face de Netanya, entre cet endroit et la mer, il y a 17 km de large. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Or,
ces frontières d'Auschwitz, évidemment, n'étaient pas tenables, et c'est pourquoi il y aura peut-être, pourrais-tu m'aider, parce que je n'arrive plus à retrouver le graphique, j'ai plus aucune, comment dirais-je, je n'ai plus, ah voilà, ça y est, j'ai à nouveau le graphique et les cartes. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, ce qui est quand même important, c'est le refus arabe de 47 qui a conditionné, si vous voulez, la montée en puissance du conflit. Parce que si les Arabes avaient été empiriques et avaient compris un petit peu la situation dans laquelle ils étaient, ils auraient pu accepter, provisoirement même, comme ils le disent aujourd'hui, faire une armistice provisoire. Et ils auraient après eu très peu de difficultés avec l'aide de tous les pays alentours pour en finir avec Israël. Et d'ailleurs, je vous signale, c'est quand même important, il y a beaucoup de sociopsychologues et d'historiens juifs, dont la professeure Eliade Amado Levi-Valency, Zichronah Livracha, qui avait expliqué en long et en large dans un livre paru en 68 que justement cet état croupion qui avait été celui du plan de partage en 47 avait été en fait proposé d'une part à cause de la mauvaise conscience occidentale de la Shoah, comme s'il fallait donner quand même quelque chose aux Juifs après ce qu'ils avaient vécu, mais en même temps en leur donnant un état tellement peu viable que c'était une manière de les envoyer une deuxième fois au casse-pipe, parce que cette fois-ci la question juive que Hitler n'avait pas pu résoudre entièrement, même si le tiers du peuple juif avait été assassiné comme on sait en Europe, eh bien il y avait 600 000 juifs à cette époque-là qui pouvaient constituer un point d'ancrage, un avenir pour le peuple juif, et d'une certaine manière, de manière inconsciente, peut-être pas explicite, les grands pays qui ont voté pour le plan de partage ont bien vu que dans le contexte du Moyen-Orient, dans la marée humaine arabo-musulmane du Moyen-Orient, cet État juif qu'on a vu tout à l'heure et qui est ici en jaune d'ailleurs, n'était pas viable, et que c'était une manière d'envoyer en fait une seconde fois les juifs à l'abattoir, peut-être pas de manière complètement formulée, mais c'est ce qui s'est passé. Or, comme vous le savez, les combats, eh bien, et la Hashgacha, non pas pratique, mais la Hashgacha, la providence collective du maître du monde sur l'histoire d'Israël a fait que l'issue des combats où Israël était complètement seul, avec très peu d'armement, il n'y avait pas d'aviation, pas de chars, il y avait à peine des armes automatiques, quelques mortiers. Il a fallu négocier quelques avions à l'emporte-pièce, vous connaissez toutes ces scènes, toutes ces anecdotes. En fait, on a repoussé la frontière sur les frontières dites d'Auschwitz, et d'une certaine manière, ça a été un véritable miracle, la guerre d'indépendance, qu'Israël puisse, ce minuscule État, puisse s'en sortir. Et je voudrais dire d'ailleurs à ce propos une chose très importante, c'est que pourquoi j'insiste si longtemps sur cet épisode? Parce que tous les refus arabes qui vont suivre, qu'on va examiner beaucoup plus rapidement, les 16 ou 17 autres refus arabes de plans de paix qui ont été proposés au travers donc de ces 7 décennies, soit par la communauté internationale, soit par Israël, c'est qu'en fait, Sot Maaseh de Marshava Trila, ce refus du départ par, disons, les Arabes israéliens, enfin les Arabes d'Eretz Israël, on a ensuite appelé bien plus tard les Palestiniens, et ensuite, évidemment, de tout le monde arabe autour, ce refus que se crée un État juif dans cette région, qui se fonde sur la conception historique de l'islam et sur beaucoup de critères sur lesquels on pourrait revenir, je ne vais pas refaire une conférence sur l'islam ce soir, eh bien, ce refus a emporté, si vous voulez, la logique de tous les autres refus. C'est-à-dire que c'était une évidence pour le leadership arabo-palestinien de l'époque, qu'il n'avait pas place pour un État juif, qu'il fallait combattre les armes à la main. Eh bien, l'histoire en a décidé autrement. La Hashgacha Klalit, la providence collective divine sur le peuple juif en a décidé autrement. Et finalement, ce qui est intéressant, si on prend un peu de recul, on va voir, je vais vous énumérer tous ces refus palestiniens, c'est que finalement, il y a eu des moments de blocage, il y a eu des guerres, et finalement, à chaque fois qu'il y a eu une guerre, Israël, surtout en 67, on va voir maintenant comment dirais-je, la carte des frontières, des frontières avant 67, puisque si vous voulez, c'est cette partie marron qu'on avait vue jusque-là, et en 67, Israël va contrôler la bande de Gaza au sud, toute la presqu'île du Sinaï qui est ici en beige clair, et évidemment ce qu'on appelle la Judée-Samarie, c'est-à-dire l'espèce de forme de Rhin là, qui assure le long de la mer Morte, et le Golan au nord, et donc va quasiment tripler son territoire. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que le refus arabe d'Israël
provoque, si vous voulez, des conflits, lors desquels Israël, d'une certaine manière, sans l'avoir souhaité, mais par le sort des armes, élargit sa frontière. Alors, ce que je voudrais dire pour maintenant compléter un peu Qu'est-ce qui s'est passé de 47 à 67? Ben, il y a eu, entre autres, il y a eu énormément de terrorisme palestinien. Et c'est pour ça, si vous voulez, que l'un des mensonges et des aberrations qui sont rentrées dans la tête des Européens et de la communauté internationale, qui croient que c'est la présence juive en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est, ce qu'ils appellent les implantations et les colonies, que c'est ça qui empêche le processus de paix, c'est un mensonge inepte, parce que justement, au lendemain de 49, malgré les lignes d'armistice qu'on a vues tout à l'heure, de 49 à 56, il va y avoir énormément d'actes de terrorisme, et surtout après la campagne de Suez en 56, qui était en fait, vous savez ce qui s'est passé pendant cette guerre, les États-Unis, Israël, en alliance avec la Grande-Bretagne et la France, ont combattu, si vous voulez, Nasser, qui avait occupé un certain nombre de positions clés, qui menaçait Israël. Et et ça a créé une crise internationale, puisque finalement les Russes l'URSS a menacé d'employer la force pour repousser Israël, et les États-Unis ont fait pression sur et la France et la Grande-Bretagne, et on s'est retiré de toutes les positions qui avaient été prises à Sharm el-Sheikh, au sud, etc., où Nasser menaçait de couper le détroit de Sion. En fait, cette anecdote, c'était un épisode, cette guerre de Suez, mais ça a renforcé, si vous voulez, le terrorisme palestinien, et c'est surtout de 56 à 67 qu'on va voir ce qu'on appelait les Fedaïn à l'époque, des commandos palestiniens s'attaquer aux zones frontalières le long de Gaza, et aussi dans la partie de Jérusalem. Il y a eu énormément d'attentats et de victimes juives, alors qu'il n'y avait aucune implantation, puisqu'on était avant 67. Alors qu'on ne vient pas nous dire aujourd'hui que le problème, c'est que si Israël acceptait d'arrêter la construction dans ce qu'on appelle les territoires à Jérusalem-Est, eh bien ça permettrait d'augurer d'une ère de paix, etc. Pas du tout. Le mouvement national palestinien, qui a refusé en 47, il ne s'appelait pas un mouvement national à l'époque, c'était des classiques, c'était des chefs locaux qui ont refusé, si vous voulez, un compromis, eh bien, l'ont refusé dans la période qui a suivi, et donc on fait monter les enchères. Il y a eu toute la guerre qui a été menée par l'unité 101 qui avait été créée par Ariel Sharon au sud du pays pour combattre les terroristes qui, quand ils faisaient des infiltrations depuis Gaza et tuaient des familles entières, eh bien c'était de œil pour œil, dent pour dent, et les répliques étaient très très sérieuses à l'époque de Tsahal avec le commando 101 qui a fait payer cher aux Palestiniens le sang juif, et c'était finalement comme ça qu'on est arrivé à la veille de 67. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas énumérer les 14 plans de paix l'un après l'autre, mais je vais prendre les grandes étapes. En 67, vous savez, je ne vais pas faire le récit de la guerre, Israël c'est la pire crise qui a été vécue à part celle de Kippour en 73, parce qu'en 67, au sud d'Israël, le gouvernement de Nasser et aussi celui de la Syrie menaçaient, qui était armé en fait à l'époque déjà par les Russes, menaçaient d'étrangler Israël, et avait fait des allusions extrêmement claires au fait que la guerre qui allait se déclarer, c'était la fin d'Israël, qu'on allait jeter les Juifs à la mer. Il y a toutes sortes de photos, de chants, notamment d'Oum Kalsoum, la fameuse chanteuse égyptienne qui avait chanté, égorgé les Juifs sur des places pleines de monde. Et il y avait une tension qui était montée, qui était à ce point forte en Israël, que je ne sais pas si vous le savez, que Moshe Dayan, qui était à l'époque le ministre de la Défense, avait demandé à la municipalité de Tel Aviv de creuser des fosses communes, et c'était un ordre qui avait d'ailleurs été commencé à être appliqué, dans les grandes sderot, c'est-à-dire là, dans les grands boulevards de Tel Aviv, avec des terre-pleins au milieu, parce qu'on s'attendait à une attaque en masse, et il y avait une hantise, il y avait comme un nœud qui était comme un pendu auquel on met le nœud autour de la gorge, et qu'il lui reste que quelques secondes, à l'échelle d'un pays, quelques jours à vivre, et il y avait une hantise en Israël, et ce qui a provoqué, en fait, si vous voulez, l'attaque surprise, c'est-à-dire que, évidemment, la guerre de 67, elle a été déclarée par Nasser quand il a fermé le détroit de Tiran, et que les casques bleus de l'ONU, qui avaient été mis en 49, se sont retirés. Et donc, en fait, cette guerre,
elle n'a pas été souhaitée par Israël. Il y avait une atmosphère pour les Israéliens, les plus anciens qui étaient déjà là à l'époque. C'était un cauchemar les jours qui ont précédé cette guerre. L'aviation israélienne a attaqué un matin très tôt quand les radars, enfin pas les radars parce qu'ils n'étaient pas très perfectionnés à l'époque, mais en tout cas les vigies de l'armée de l'air égyptienne avaient le soleil dans les yeux à 5 heures du matin et a détruit en quelques minutes les armées de l'air de la Jordanie, de la Syrie et surtout de l'Égypte. Et en fait, on sait ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que, premièrement, ce n'est pas vrai que Israël avait planifié de manière décidée l'entrée en Judée-Samarie à Jérusalem-Est. J'en veux pour preuve un livre que je vous recommande de lire, vous pouvez trouver sur Amazon, du livre du général Narkis, ou Narkis, qui a été traduit en français, qui raconte comment 2 jours avant la déclaration des hostilités, Moshe Dayan fait venir sur l'enclave du Mont des Oliviers, parce qu'à l'époque, on n'était pas sur le Mont des Oliviers, on avait juste l'enclave de Harat Sofim, de l'hôpital. Moshe Dayan fait venir à ses côtés justement Uzi Narkis, le commandant de la région centre, mais aussi il fait venir, comment dirais-je, Yitzhak Rabin, qui était chef d'état-major. Et il leur dit ceci: le gouvernement de Lévi Eshkol, mon gouvernement, vous donne l'ordre de ne surtout pas rentrer dans Jérusalem, il ne faut pas toucher à la vieille ville, parce que ça va faire des vagues au niveau international. D'ailleurs, Uzi Narkis était un peu stupéfait, mais disons que la position du gouvernement, c'était qu'il fallait surtout pas rentrer en vieille ville et surtout pas toucher à Jérusalem. Et en fait, le sort des combats, on a décidé autrement. Et là, le grand tournant, ça a été le lendemain, c'est quand Abdel Gamal Nasser a téléphoné, vous connaissez, c'est le Mossad qui a publié cette donnée il y a quelques 10 ans simplement, la fameuse conversation téléphonique sur téléphone rouge entre Nasser et Hussein. Nasser qui bluffe complètement comment dirais-je, Hussein de Jordanie en lui disant on est aux portes de Beersheba, alors qu'il venait déjà de se faire enfoncer et que Tsahal était déjà dans le Sinaï. Et pour le pousser à entrer en guerre, parce que la Jordanie n'était pas entrée en guerre encore, il lui dit qu'on est en train d'écraser les Israéliens, il lui dit tu devrais rentrer en guerre parce que tu vas récupérer l'autre partie de Jérusalem et ça va être très bien pour la Jordanie. Hussein hésite parce que les Israéliens avaient prévenu, il avait dit, comme vous le savez, que s'il ne bougeait pas, Israël ne bougerait pas. C'était la consigne dont je viens de parler de Dayan, à ses généraux. Mais les Jordaniens ont tiré les premiers, comme dirait l'autre, et ont fait d'ailleurs du dégât avec 2 obus qui ont tué 60 soldats israéliens qui étaient regroupés à Beth Kerem, dans la partie ouest de la ville. Et alors Israël est entré en guerre, malgré elle, ce n'était pas planifié, et tout à l'encan pendant cette guerre des 6 jours. Il n'y avait aucune planification de prendre le contrôle de ce territoire. Et en fait, à part l'anecdotique, si vous voulez, j'en tire une conclusion. C'est que quand les combats cessent, on a les frontières que vous voyez, et donc Israël, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux frontières d'Auschwitz, a repoussé ses frontières et a un territoire 3 fois plus étendu. Eh bien, il n'empêche que le gouvernement qui s'est formé après, et ça c'est je dirais la 3e période importante qui s'ouvre, c'est que le gouvernement de Golda Meir qui se forme ensuite, propose immédiatement aux pays arabes qui ont attaqué Israël, et surtout l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, et à la Ligue arabe, propose d'ouvrir des négociations et sur un plan très simple, Israël était prêt à se retirer sur les frontières d'Auschwitz, c'est-à-dire de restituer, entre guillemets, non pas aux Palestiniens, mais disons aux Arabes, de se retirer de tous les territoires acquis en 67, pour obtenir en échange une reconnaissance en bonne et due forme et un traité de paix, c'est-à-dire la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël dans des frontières sûres et reconnues, comme on dit aujourd'hui. Or, vous savez ce qui s'est passé, ça c'est le 3e refus, j'allais dire. Le premier refus, c'était donc le plan de partage qui a été refusé. Ensuite, c'était le terrorisme, qui était un refus en tant que tel, puisque c'était la guerre qui continuait, la guerre de 49 qui continuait sous d'autres formes, 48-49. Et il y a le fameux refus de Khartoum d'octobre 67, où Israël a proposé à la Ligue arabe ces 3 choses, et la Ligue arabe a dit non aux 3 choses: non à la négociation Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non à la paix avec Israël. Et c'est les 3 noms de Khartoum qui sont rentrés dans l'histoire. Et ces noms de Khartoum, pour aller vite, se sont transformés quelques années après, parce que c'était un nom qui était celui des Russes aussi, pas simplement des Arabes. C'est qu'entre 67 et 73, les Russes ont armé considérablement l'Égypte et la Syrie. Et en fait, ce nom de Khartoum s'est transformé en guerre de Kippour en 73.
et vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas là à nouveau faire un récit. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça que je voudrais en tirer comme... après, on va parler de la période d'Oslo, de toutes les autres tentatives qui ont été faites. Mais jusqu'en 73, il y a ce refus arabe qui fait qu'aujourd'hui, quand par exemple les Palestiniens proposent aujourd'hui que, comme condition préalable, parce que c'est ça qui bloque aussi depuis des années ce qu'on appelle à tort ou à raison le processus dit de paix, c'est qu'ils proposent comme condition préalable qu'Israël reconnaisse que le mode de règlement, c'est très proche-oriental cette manière de concevoir, très Mizrahi, Moyen-Orient. Avant de se mettre d'égal à égal dans une salle de négociation, on propose qu'Israël reconnaisse comme principe que le principe de règlement, ce sera ce qu'ils appellent eux la restitution à une entité palestinienne qui n'a jamais existé d'ailleurs, de territoire qui n'avait même pas un statut de territoire occupé, si ce n'est que l'ONU a parlé de fameuse résolution de 67 et de retrait de territoires, pas des territoires. Il y a une traduction française qui a été abusive. Eh bien, en fait, ces territoires, ce sont en droit international des territoires de FKR, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire des territoires qui n'ont pas de statut. Ils étaient à un moment jordaniens, mais les Jordaniens, ils ont quoi, 2 ans d'existence avant l'État. La Jordanie moderne s'est créée en 46. Donc il n'y a pas un précédent historique de souveraineté politique qui est tel que on peut dire que c'est des territoires jordaniens. Surtout que, comme vous le savez, le Hussein de Jordanie, après la première intifada de 87, il a déclaré que la Jordanie ne renonçait à sa souveraineté sur la Cisjordanie, la Judée-Samarie, au profit des Palestiniens. C'est comme si qu'il leur avait fait un avoir, en quelque sorte, en disant qu'il n'avait plus de prétention territoriale sur ces terres-là, et les Palestiniens ont été proclamés par la communauté internationale les héritiers ou les vrais maîtres usurpés par Israël, entre guillemets, de la Judée-Samarie. Mais en droit international, les experts savent bien que les territoires de Judée-Samarie, y compris de Gaza, et on va parler après de Gaza, sont des territoires qui ont un statut non déterminé. Ce ne sont pas des territoires qui ont appartenu historiquement à un État constitué. Et donc, c'est des territoires, comme le disait le président Mitterrand, qu'on aime ou qu'on n'aime pas comme figure politique, peu importe, mais le président Mitterrand a institué dans ce domaine un vocabulaire un peu plus sain. À l'époque où il était président en France, il a parlé de territoires disputés et pas de territoires occupés. Parce que quand on dit territoire occupé, bon, tout le monde comprend que Israël est coupable et que les Palestiniens sont soi-disant opprimés. Et donc, en fait, territoire disputé, ça veut dire, oui, c'est des territoires qui n'ont pas de statut. Alors, ce qui s'est passé, donc, après 73, ça a été, si vous voulez, avec l'avènement du gouvernement de Menachem Begin en 77, le Mahapar, la fameuse renversement, la première fois qu'un gouvernement n'appartenant pas à la gauche travailliste venait au pouvoir, ça a été qu'il y a eu une négociation directe qui s'est faite avec l'histoire de Sadat et que Israël a pu, avec l'Égypte et Sadat, qui est venu à Jérusalem, a faire un traité de paix, le traité de Camp David, qui a donc, à l'issue duquel Israël a, d'une certaine manière, oui, restitué le Sinaï. Là, on peut le dire parce que le Sinaï était, avant 48, sous souveraineté égyptienne, et Israël s'est retiré du Sinaï. Il y avait quelques localités juives qu'il a fallu évacuer aussi. Sharon, d'ailleurs, a joué un rôle à cette époque-là déjà, et dans l'armée. Et donc, si vous voulez, on a eu une négociation avec l'Égypte. Bon, maintenant, c'est quand même intéressant, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au travers déjà de tous ces refus arabes, quand les Palestiniens aujourd'hui parlent à tort des lignes, des frontières d'avant 67. D'abord, je vais l'expliquer, ce ne sont pas des frontières. Les territoires ne sont pas des territoires occupés parce qu'ils n'ont pas de statut. Mais surtout, qu'est-ce que nous a proposé Arafat dans le processus d'Oslo dont on va parler maintenant et que propose Abou Mazen aujourd'hui, c'est en fait de ne pas tenir compte de tout ce qui s'est passé, de toutes les agressions arabes, celles de 47, 48, 49, le terrorisme des années 50 et 60, l'agression flagrante de la Syrie et de l'Égypte et puis de la Jordanie en 67, la guerre de Kippour qui était aussi une agression flagrante de 2 États arabes, c'est d'ailleurs les Russes qui ont recommandé, vous le savez, ce sont les Russes qui ont recommandé aux Syriens et aux Égyptiens d'attaquer le jour de Kippour.
non pas que les musulmans avaient un respect pour ce jour-là, mais ils ne l'auraient pas fait de même. Ce sont les bolcheviks, les communistes de Moscou qui ont proposé justement d'attaquer Israël à son talon d'Achille le jour de la guerre, le jour de Kippour. Et en fait, pendant toutes ces périodes, si vous voulez, ce que nous proposent en fait les Palestiniens aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte de toute cette histoire, comme si c'était rien de passé, et de revenir en fait à la case départ, c'est-à-dire de faire une partition entre un État palestinien et un État juif. Et c'est ça, cette fameuse solution à deux États dont on parle aujourd'hui, que les Européens n'arrêtent pas de proclamer, c'est que la seule solution, selon eux et selon la communauté internationale, pour mettre fin à ce conflit, c'est de créer deux États vivant soi-disant en paix côte à côte, ça fait partie de l'idylle, et donc de revenir en fait à une sorte de plan de partage. Or ce plan il a été refusé par les Palestiniens. Il y a eu des guerres d'agression dans tous les autres conflits territoriaux du monde entier. Quand il y a un pays, si vous voulez, il y a un conflit et qu'un pays qui est agressé et qui, à l'issue de plusieurs guerres, contrôle des territoires et qu'il a subi des agressions caractérisées, eh bien, il est souverain sur ce territoire. Ce sont des territoires peut-être disputés, mais si vous voulez, en droit international, il y a un droit de préemption et qui fait qu'en fait, Israël n'est pas une puissance occupante. Donc même le discours de l'ONU, des résolutions de l'ONU qui ont l'air d'être Torah Missinaï, en fait, ce sont des résolutions très contestables, qui d'ailleurs ne disent pas ce que disent les Palestiniens, c'est une partie des territoires dont on a demandé à Israël de sortir, et pas de tous les territoires. Mais aujourd'hui, les Palestiniens n'en ont que faire. Ils considèrent, avec le vent en poupe qu'ils ont dans leur voile, parce qu'il y a tout ce système de compassion pro-palestinienne, il y a le fait qu'en victimisant les Palestiniens, l'Occident se déculpabilise de beaucoup de choses, de la guerre coloniale, de la Shoah, peu importe, on ne va pas refaire cette analyse. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme si Arafat et ses successeurs, Abou Mazen, nous proposent de revenir comme si 70 ans s'étaient passés et que rien ne s'était passé. On s'est trompé, on a refusé le plan de partage en 67, on a fait du terrorisme entre-temps, les pays arabes ont attaqué Israël en 67 par leurs agressions internationales, et puis en 73, mais tout ça, non, ça fait rien. Aujourd'hui, on va faire table rase, on va partager cette minuscule terre. Or, pour terminer ce premier point, et peut-être que je parlerai d'Oslo plus dans la discussion, c'est que justement pourquoi Oslo a échoué. Oslo était conçu comme un plan intermédiaire pour remettre à une autorité palestinienne qu'on venait de créer, qui était en fait l'OLP, réfugiée à Tunis après la première guerre du Liban de 82, quand la France et l'Europe, et surtout la France, Mitterrand s'est porté au secours de l'armada terroriste d'Arafat qui était enfermé à Beyrouth et que Tsahal tenait en joue, pas seulement l'Armada mais aussi Arafat lui-même. Vous savez, vous connaissez ça, que c'est Begin en personne qui a refusé aux snipers de Tsahal, qui avaient, plusieurs d'entre eux avaient la tête d'Arafat dans leur fusil à lunettes, qui a refusé de donner l'ordre d'éliminer Arafat, à tort ou à raison. Et donc, la France a sauvé l'armada de l'OLP vers Tunis à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a fait au moment des accords d'Oslo? On est allé chercher l'OLP moribonde à Tunis, qui ne représentait plus grand-chose, pour en faire une autorité palestinienne, et négocier avec un Arafat qui est revenu triomphant à Gaza, pour essayer de négocier un accord intérimaire où on créerait... D'ailleurs, l'accord d'Oslo s'est appelé au départ Gaza-Jéricho d'abord, ça s'appelait cet accord-là, qui était signé en Norvège au départ, enfin le préambule a été signé en Norvège, après c'était la Maison Blanche, la fameuse pelouse, la photo qu'on va peut-être voir maintenant. Et en tout cas, si vous voulez, cette fameuse photo avec Clinton et Yitzhak Rabin et Arafat le 13 septembre 93, cet accord d'Oslo, c'était une sorte d'accord intérimaire pour tester en quelque sorte la viabilité des Palestiniens au travers de cette nouvelle autorité à s'administrer eux-mêmes, à entrer petit à petit dans une logique de paix. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, c'est difficile de résumer 20 ans d'horreur de l'accord d'Oslo en 3 phrases. C'est que, du point de vue, et ils l'ont écrit d'ailleurs noir sur blanc, les théoriciens palestiniens, c'est que l'accord d'Oslo était conçu par eux non pas comme une paix des braves, comme on croit voir sur cette photo, et d'ailleurs Rabin a un air, j'allais dire, presque à la fois dubitatif et le cœur sur la main. Arafat, il va de son sourire
Et ce qu'on n'a pas sur cette photo, c'est l'intervention de Pérez qui est à gauche de Rabin et qui va lui aussi, alors qu'il n'était pas prévu, serrer la main à Arafat. Et vous vous souvenez sur le film, quand on voit ça sur le film, Rabin se retourne vers Pérez en lui reprochant non pas de s'être mis sur la photo, mais d'avoir trop exagéré son euphorie. C'était un langage corporel de Rabin qui disait bien sa perplexité d'une certaine manière. On se lance là-dedans, mais on ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire que quand on voit le film, on voit que le langage corporel de Rabin était un langage vraiment réticent, mais en même temps, il l'a fait. Or, du point de vue des Palestiniens, on a bien tout de suite compris, et par les textes qui se publient alors, et surtout par les actions qui vont suivre, que l'accord d'Oslo, c'était un cheval de Troie. C'était en fait, ni plus ni moins, pour ceux qui connaissent bien le conflit, l'application d'un texte, vous allez être surpris, mais d'un texte du président Sadat, celui, oui, qui est venu signer la paix, qui est venu à la Knesset, qui est venu à Yad Vashem et qui a conquis le cœur d'une majorité d'Israéliens parce qu'il était le premier chef d'État arabe à reconnaître d'une certaine manière un certain droit des Juifs à être là. Mais le président Sadat, quelques mois avant, avait fait paraître, si vous voulez, un texte qui en dit long, dans lequel il disait, et conseillait aux Palestiniens, il disait arrêtez, vous voyez bien qu'on ne peut pas éliminer Israël directement. C'est-à-dire que on a fait ça en 47, on a échoué en 48, on a échoué en 67, on a échoué en 73. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'établir une entité palestinienne sur les territoires entre guillemets occupés par Israël, c'est-à-dire une tête de pont palestinienne, pour ensuite, une fois qu'elle sera forte et établie, pour ensuite, après, redonner les stockades à Israël sur une autre base. C'est-à-dire qu'il faut recréer un plan de partage et à partir de là, réengager le fer avec Israël. Or, c'est ce qu'Arafat a appliqué. Et Arafat, si vous voulez, moi je me souviens encore, et ça je ne peux pas ne pas le dire, parce que j'étais éditorialiste au Jerusalem Post et j'étais stupéfait par ce que j'ai vu, les images, ça m'a fait penser à la chanson de Reggiani, Les loups sont entrés dans Paris, c'est que dans les semaines qui ont suivi l'accord d'Oslo, non seulement Israël a fourni à ce qu'on appelait à l'époque, non pas seulement l'OLP, Organisation de libération de la Palestine transformée en autorité palestinienne, mais aussi à la ALP, l'Armée de libération de la Palestine, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de terroristes qui attendaient leur heure en Irak, en Jordanie, en Égypte, et qui sont arrivés par colonnes entières par les ponts du Jourdain, et qui ont passé la frontière, des milliers, il y a des photos qui glacent le sang pour les gens qui ont certaines de l'observation des phénomènes dans cette région, de voir des colonnes entières de terroristes qui étaient tout d'un coup habillés en uniforme, comme si c'était des soldats, qui ont traversé Israël pour se retrouver à Gaza, parce que Ramallah n'a pas été tout de suite ville autonome, et c'était vraiment ce jour-là, ce jour où les unités de l'ALP, l'Armée de libération de la Palestine, sont rentrées en Eretz Israël, ça a été la concrétisation de ce cheval de Troie qu'Arafat avait arraché à la fois, j'allais dire, à la candeur de Rabin, parce qu'il est clair que Rabin s'est fait faire un enfant dans le dos, si j'ose dire, par Pérez et par Bellin, qui était le vice-ministre des Affaires étrangères aux côtés de Pérez, et qu'il était partagé, et qu'il n'était pas exactement, je dirais, en osmose avec ce processus, bien qu'il y ait souscrit. Or, du point de vue des Arabes, nous étions déjà partagés, ça a partagé complètement l'opinion israélienne, et on sait ce qui s'en est suivi. Mais vous savez aussi comme moi que du point de vue des Palestiniens, c'est pas besoin de dire que tout de suite ils se sont servis de cet accord pour en fait transformer les forces dites de sécurité palestiniennes en apprentis terroristes. Et on a vu lorsque Israël, en 2002, a organisé l'opération Rempart sous le gouvernement Sharon après l'attentat de l'hôtel Park à Netanya, où il y a eu 35 tués lors du Seder de Pessah et de nombreux blessés, Sharon a décidé de l'opération Rempart. Il venait d'arriver au gouvernement. Et en 2002. Et lorsqu'on est rentré dans les villes palestiniennes, et notamment à Ramallah, qui était le fief de l'OLP et d'Arafat, et qui a eu un siège d'ailleurs de la Moukata, du palais présidentiel d'Arafat, on a retrouvé, lorsque Tzahal l'a investi, on a retrouvé dans les archives fraîches de l'OLP des preuves évidentes que des centaines d'attentats de l'intifada armée qui a commencé en l'an 2000, donc c'est la deuxième intifada, ces attentats avaient été commandités par l'entourage d'Arafat, voire par Arafat lui-même, avec comme officiers des hauts officiers des forces palestiniennes. C'est-à-dire c'était la preuve flagrante que le processus d'Oslo était conçu par les Palestiniens non pas comme une dynamique vers la paix,
On a accepté des territoires. Il y a eu plusieurs tranches d'Oslo. Il y a eu d'abord le début, Gaza, Jéricho. Ensuite, il y a eu 2 ans après, en 95, un accord économique, et puis le retrait des grandes villes palestiniennes. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, le terme d'occupation, qui est brandi par une certaine gauche israélienne, mais surtout par la communauté internationale pour dire qu'Israël occupe la Palestine, est complètement non fondé, parce que en fonction même du processus territorial d'Oslo, aujourd'hui Israël contrôle en termes de territoire environ 35% de la Judée-Samarie, c'est vrai. Mais en termes de population, comme les grands villages et les grandes villes sont complètement autonomes, aujourd'hui l'autorité palestinienne contrôle plus de 93% de la population palestinienne dans ces grandes villes qui regroupent l'essentiel des populations palestiniennes et les villages. Donc d'une certaine manière, parler d'occupation, c'est aussi jouer sur les mots. Or à l'époque, dont je disais bien, avant de conclure maintenant, que Arafat, d'une certaine manière, s'est servi des accords d'Oslo et de l'ambiguïté israélienne pour essayer d'avancer ses pions et d'appliquer le plan Sadat qui consistait à créer d'abord une puissance palestinienne, une puissance armée en Eretz Israël, aux portes des villes israéliennes, avant d'envisager une seconde phase. D'ailleurs, cette seconde phase, on en entend les prémices. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que bientôt il y aura une majorité arabe en Galilée, et puis dans le Negev aussi avec les Bédouins, on voit bien que c'est la réalisation, enfin du côté de Sadat, c'était le plan dont j'ai parlé, mais du côté des Palestiniens, c'est le plan par étapes qui avait été promu par Arafat en 94, parce que savez-vous que déjà en 94, Arafat à Alger proclame l'indépendance d'un État de Palestine, une indépendance toute théorique, dans lequel il annonce le plan de partage. Le plan par étape, excusez-moi. C'est-à-dire, première étape, on va créer un État palestinien dans les territoires desquels Israël sera forcé de se retirer, et puis après, on s'occupera de la Galilée, du Negev et de Tel Aviv. Et donc, en fait, voilà le plan, voilà pourquoi, finalement, sauf Maaseh ben Marshava Trila, toute la logique du refus du plan de partage depuis le départ, en fait, a contaminé l'ensemble du processus aujourd'hui. Et ce qu'on demande aux Israéliens dans cette litanie des résolutions de l'Europe, c'est ni plus ni moins de nier 70 ans d'histoire, 70 ans de refus arabe, et si vous voulez, il est vrai qu'il y a une paix qui a été instaurée dans la logique de, enfin, déjà avant Oslo, entre Israël et l'Égypte en 79, il y a une paix qui a été signée en 94 avec 95 pardon avec la Jordanie, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, il y a eu d'ailleurs des modifications du tracé le long du Jourdain avec les Jordaniens, mais ça n'a rien à voir avec la question palestinienne, parce que on voit bien aujourd'hui, pour conclure, si vous voulez provisoirement, que le problème n'est pas territorial, parce que aujourd'hui la question palestinienne a cessé, sauf dans la tête des Européens et d'Obama, et de son administration, à laquelle on va dire au revoir dans quelques mois, assez content, bien qu'on ne sait pas exactement ce qui se passera après, mais en tout cas, sauf dans la tête de ces grands leaders internationaux, depuis longtemps, en tout cas au niveau des pays arabes aujourd'hui, du leadership arabe d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans leur propre pays, ça fait longtemps que le problème palestinien n'est plus ce qu'il était, et que c'est un problème secondaire. Et je dirais même mieux, j'ai déjà dit à ce micro, à l'île Mode, qu'on se rend bien compte que la création qui est tellement voulue, tellement demandée par la communauté internationale et par l'Europe en particulier d'un État palestinien qui sera un 24e pays arabe dans le Maghreb, Mashrek et la grande région du Moyen-Orient, ne résoudrait strictement rien aux problèmes qui agitent ce Moyen-Orient. Et pire encore, tout le monde sait que la création d'un État palestinien sur une partie même seulement des territoires acquis par Israël en 67 provoquerait en fait, parce que ce serait immédiatement un État terroriste, ce qui s'est passé avec Gaza. Israël s'est retiré du Sud-Liban, a obtenu le Hezbollah, s'est retiré de Gaza et obtenu le Hamas, et si Israël acceptait, on ne sait comment, de trouver un compromis territorial, d'ailleurs aucun homme politique israélien de la droite à la gauche, sauf l'extrême gauche, ne nous dit exactement quel compromis on peut passer avec un mouvement national palestinien qui est divisé entre Hamas et Fatah, qui ne s'entend même pas lui-même. Vous allez signer avec Abou Mazen à Ramallah, mais il y aura le Hamas qui ne sera pas d'accord. Quelle paix vous aurez quand on sait qu'il y a des centaines de cellules dormantes du Hamas et de Daesh qui sont prêts à passer aux actes en Judée-Samarie et à bombarder les villes israéliennes avec des missiles, et donc ça sera une vie complètement infernale. Déjà qu'on a du mal à contenir le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, et Daesh sur la frontière de l'Irak et de la Jordanie bientôt, et bien là, d'avoir un État palestinien à Jérusalem-Est et un État palestinien qui a quelques kilomètres de
Netanya et de Tel Aviv pourra tirer sur l'aéroport ou même pas l'État, mais même des terroristes privés pourront tirer, des milices pourront tirer comme elles le font actuellement de Gaza de temps en temps sur des avions israéliens ou sur des villes israéliennes, ce sera proprement intenable. Et d'ailleurs, je dirais aussi que l'un des grands échecs de ce processus, dans la lignée d'Oslo, ça a été justement, puisqu'on voit Bill Clinton, ça a été l'échec du sommet de Camp David. Camp David bis en l'an 2000, Ehud Barak, dont on voit peut-être la photo, a proposé à Arafat ce qu'aucun autre chef d'État palestinien israélien n'avait jamais proposé. Barak qui est à gauche, en noir, Arafat toujours avec son caissier qui reproduit la carte de la Palestine qu'il revendique, la Palestine pleine et entière, parce que son caissier c'est la carte d'Israël. Et voilà que, comme vous le savez, Barak propose un certain nombre de concessions considérables. Le retrait d'Israël de 95%, parce qu'on était encore à Gaza à l'époque, des territoires acquis en 67, une souveraineté verticale, c'est-à-dire le fait que les Palestiniens soient indépendants sur le mont du Temple, et que nous on garde simplement le quartier arménien et le quartier juif, donc on se retire d'une partie de la vieille ville, on accepte le retour partiel au nom de l'union des familles des réfugiés palestiniens, il y a d'autres aussi conditions, d'ailleurs les 95% de retrait, on garde que 5% de la Judée-Samarie, et comme tout est donnant-donnant, les 5% qu'on garderait si Arafat était d'accord, on leur donnerait 5% équivalent dans le Negev, la même surface dans le Negev pour élargir Gaza. Donc tout était bien négocié, si ce n'est que Arafat, après avoir fait mine d'accepter, à la grande peur d'ailleurs de Barak, dont les aides ont dit qu'il avait blémi lorsqu'on a eu la nouvelle faux bruit qu'Arafat acceptait ce plan, parce que Barak a joué un coup de poker. En échange de tout ce plan, il proposait la fin du conflit, c'est-à-dire qu'Arafat lui signe la fin du conflit. Or là encore, c'est la énième occasion, je ne vais pas montrer 14 ou 18, mais peu importe, il y a eu en tout, entre le début d'Oslo et Camp David, et après Camp David, d'autres conférences de paix, Sharm el-Sheikh, Annapolis, les négociations de Olmert avec Abou Mazen qui ont échoué, la négociation de Tabac, etc., qui a d'ailleurs suivi l'échec du sommet de Camp David. Bref, il y a eu des tas d'autres conférences qui n'ont pas du tout réussi, et où à chaque fois les Israéliens ont proposé encore plus que ce qu'avait proposé Barak, ce qu'avait proposé Begin à l'automne 2000 ou l'hiver 2000. Il propose, dans les derniers mois du mandat de Barak, il propose les paramètres de Camp David élargis pour persuader Arafat de signer la paix. Ça n'a pas marché. Ensuite, Olmert, lorsqu'il était Premier ministre, va proposer encore plus à Abou Mazen, qui va refuser à 2 reprises, alors que les conditions étaient encore plus énormes que celles les propositions, les concessions israéliennes étaient encore plus énormes que celles de Barak. Et quelle est la raison qu'invoque? Est-ce que vous savez, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que c'est quand même un morceau de bravoure qui devrait faire réfléchir le président Clinton, l'ex-président Clinton, surtout qu'il est devenu le poulain de sa femme qui brigue aujourd'hui la Maison-Blanche, c'est que M. Clinton a entendu Arafat lui dire qu'il refusait le plan Barak, qu'il lui proposait sur un plateau d'argent une résolution du conflit qu'aucun autre Premier ministre n'a jamais proposé, j'en ai juste un détail, en disant qu'il ne pouvait pas seul décider de l'avenir de Jérusalem, que la sainte Al-Quds, qui a été de tout temps musulman, n'a strictement rien à voir avec les Juifs, qui ne peut pas concéder même un tout petit mur indépendant pour les Juifs avec une partie du quartier juif, du quartier arménien, parce que, dit-il à Clinton et Berluet, qui n'en croyaient pas ses oreilles, les Juifs n'ont jamais eu d'histoire à Jérusalem, leurs prétendus 2 temples, en fait c'est des petits hôtels qui ont été construits dans le désert d'Arabie Saoudite, les Juifs n'ont aucun rapport avec Jérusalem, c'est-à-dire c'est le plan de la déclaration de l'UNESCO, si j'ose dire les choses crûment, qui a été imposé, qui a été accepté de manière scandaleuse par les pays européens, c'est-à-dire qu'en fait déjà Arafat avait chanté cette litanie négationniste à Clinton, les yeux dans les yeux, et Clinton n'en revenait pas. Il s'est dit, mais comment j'ai convoqué un sommet entre quelqu'un, un négationniste de l'histoire universelle, parce que c'est pas seulement l'histoire juive, c'est clair, on sait quelle est l'histoire des Hébreux, tout de même, un minimum. Eh bien non, Arafat a refusé, ça c'était la cause, j'allais dire, officielle. La cause, ou les 2 autres critères qui expliquent le refus des concessions énormes israéliennes de Camp David, c'est qu'Arafat avait tout simplement peur de se faire liquider comme Sadat s'est fait liquider par des islamistes, parce qu'il avait accepté qu'une toute petite partie de Jérusalem reste juive. Et puis l'autre raison qui est encore plus importante, chers amis, c'est qu'Arafat, avant même d'aller à Camp David, il avait déjà préparé son intifada numéro 2 qui va commencer en septembre, donc 2 mois après l'échec du sommet Camp David. Il avait préparé cette intifada parce que comme Saal s'était retiré sous Barak
au mois de mai de la zone de sécurité du Sud-Liban, et que ce retrait qui était à la fois politique et stratégique, qui était d'ailleurs, qui s'est fait à la va-vite, la queue entre les jambes, qui a donné à l'occasion au Hezbollah de proclamer qu'il avait remporté une victoire contre la plus grande armée du monde, ça a inspiré l'entourage d'Arafat, qui a préparé une intifada, c'est-à-dire qui a préparé en fait un assaut sanglant par 100 jours de 100 attentats contre l'État d'Israël. Et c'est ce qui va se passer en prenant soi-disant le prétexte de la montée de Sharon sur le mont du Temple, qui était vraiment un prétexte fallacieux. Tout était déjà prévu. Il y a des films, des bulletins intérieurs, des archives qui montrent que, nonobstant la visite de Sharon sur le Temple, qui était en fait un prétexte médiatique, Arafat avait déjà prévu de faire l'intifada armée, et l'intifada qui s'appelait déjà l'intifada El-Aqsa, entre nous soit dit. Et donc c'est intéressant, et je conclurai en vous disant ceci, c'est que si aujourd'hui les Palestiniens, depuis leur intifada des poignards, ce qui a commencé, comme vous le savez, à Sukkot dernier, au nom du fait que Al-Aqsa est en danger, ils nous ressortent une sauce dont on a déjà fait l'indigestion, c'est que ce sujet d'Al-Aqsa, c'est ce que les Palestiniens ressortent quand ils n'ont plus d'autres perspectives. Leur mouvement national est divisé en deux. Hamas, Fatah, ils sont aujourd'hui les délaissés de l'hiver islamique, et ils sont je dirais, il n'y a que l'Europe qui soutient, Europe et Obama qui soutiennent aujourd'hui les Palestiniens. C'est pas rien, mais si vous voulez, on connaît cette litanie. Et je dirais la chose suivante, c'est que ce que Arafat a refusé de régler ce problème par la paix, par la négociation, par l'acceptation de conditions qui étaient quand même presque le retour au plan de partage. À nouveau, il a refusé. Pourquoi? Parce que Arafat n'était pas un homme d'État qui voulait créer un État palestinien, c'était un chef de guerre qui voulait arracher ne serait-ce que la moitié de ce que Barak lui proposait par la négociation, de l'arracher par la paix, comme dit le slogan palestinien, par le sang et par les larmes, toute la Palestine. Et donc, si vous voulez, c'est ce pourquoi il a refusé, et c'est ce pourquoi il a échoué. Et aujourd'hui, son héritier, Abou Mazen, qui n'a pas évidemment la carrure charismatique d'un Arafat et qui a beaucoup de mal à gouverner. D'ailleurs, vous savez que Abou Mazen est président de l'autorité palestinienne de manière illégale, parce que ça fait 7 ans déjà, 8 ans qu'il y a eu les dernières élections, et que ça fait déjà plus de 5 ans qu'il aurait dû avoir un nouveau scrutin. Et il gère une Palestine ingérable, puisque le Hamas mène la danse à Gaza. Il a du mal à être populaire, et on est dans une impasse à cause de la crise du leadership, et tout simplement parce qu'il n'y a pas de leadership palestinien capable, disons, de prendre ses responsabilités. Netanyahou, à sa manière, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et c'est pas un hasard, à tort ou à raison, s'il a été reconduit, c'est qu'en fait, il illustre dans ses positions ce qu'on appelle le consensus israélien. C'est-à-dire, le consensus israélien, c'est quoi? Ce que je vérifie par les sondages, 60 à 70% selon les périodes d'Israéliens, qui d'un côté sont oui pour la création théorique d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire que pourquoi pas, on pourrait peut-être songer, mais il faut des conditions. Et quelles sont les conditions du consensus israélien que Netanyahou a formulé dans son discours de Bar-Ilan en 2009, et qui sont les positions toujours actuelles du gouvernement israélien, même si c'est le 4e gouvernement Netanyahou, c'est que on est prêt peut-être à négocier avec les Palestiniens, mais il faut d'abord, qu'il y ait un leadership valable et uni, bon, et on est à des kilomètres de ça aujourd'hui, des gens qui peuvent prendre leurs responsabilités. Deuxièmement, que si un État palestinien se crée, il faut qu'Israël ait des frontières défendables. On restera sur le Jourdain, on restera évidemment dans Jérusalem-Est qui est indivisible. Jérusalem est indivisible. J'aime même pas dire d'ailleurs Jérusalem-Est, c'est un non-sens, c'est déjà une concession. Troisièmement, si l'État palestinien voit le jour, il doit être démilitarisé. Il n'est pas question de reproduire en plus grand ce qui s'est passé à Gaza. Ça, c'est les conditions du discours de Bar-Ilan. Pas de retour des réfugiés en Israël. Il y aura retour dans les terres palestiniennes et encore sous contrôle international. Et surtout, il y en a d'autres conditions. Il y a la question de l'eau, il y a la question aussi des ondes hertziennes et du contrôle, si vous voulez, de l'espace aérien qui sont très importants à notre époque. Et puis la cerise sur le gâteau, qui a finalement l'illustration du refus arabe le plus total, c'est que Israël demande que l'État d'Israël, qui sera reconnu par les Palestiniens si un accord secret, c'est un État qui aura dont les Palestiniens reconnaîtront le caractère juif, c'est-à-dire que c'est un État juif qui est reconnu comme tel par les Palestiniens. Or, ni le Hamas, bien sûr, qui refuse même l'existence d'Israël, même à ses frontières de revenus avant 67, ni le Fatah
et Abou Mazen l'a dit, hein, encore 10 jours, ne seront jamais prêts à reconnaître le caractère juif de l'État. Et pourquoi c'est si important, ça? C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est parce que, justement, et je crois que vous le savez, chers amis, dans la charte de l'OLP, soi-disant amendée, avec l'aide de Clinton, qui a raconté n'importe quoi à l'époque, parce qu'Arafat n'a jamais vraiment amendé, il a changé quelques mots, il n'a jamais amendé cette charte. Et dans la charte du Hamas, qui n'a jamais été amendée, qui date du début des années 80, les Juifs sont définis comme l'une des deux religions du livre, et il y a une phrase qui est presque la même, qui dit en arabe que les Juifs ne sont pas un peuple ni une nation, et à ce titre, ils n'ont droit à aucun État, à aucune souveraineté. Et donc, si vous voulez, si Abou Mazen refuse de reconnaître le caractère juif de l'État, y compris quand on serait prêt à lui faire toutes les concessions territoriales dont on a parlé, plus ou moins un retour plus peu ou prou au plan de partage, bien qu'on se demande comment un tel retour pourrait susciter des frontières défendables pour Israël. Mais bon, on n'a pas les cartes d'état-major, on pourrait encore s'amuser à faire des zigzags. En tout cas, s'il refuse de reconnaître le caractère juif de l'État, c'est bien parce qu'ils sont prêts à passer un accord provisoire avec une entité sioniste, comme ils disent, mais pas reconnaître le droit historique du peuple juif à avoir un État souverain sur cette même réduit dans cette partie du monde. Et donc on touche là le cœur du problème qui montre, si vous voulez, la leçon de ce long parcours qu'on a fait ce soir, c'est que les refus successifs depuis le plan de partage jusqu'au refus d'Abou Mazen actuel de rentrer en négociation, et les refus surtout du plan Olmert, des plans Olmert qui étaient incroyables, qui étaient sur Jérusalem vraiment des concessions encore plus terribles, un statut international pour les lieux saints, etc., des choses catastrophiques pour Israël, eh bien ce refus est ancré dans, j'allais dire, la conception islamique, la conception religieuse coranique, même que les soi-disant laïcs du Fatah ont des juifs qui ne sont pas un peuple, qui ne sont pas une nation, et qui à ce titre, non seulement n'ont aucun droit à avoir un État, selon donc cette définition, parce que c'est une entité humaine qui est une religion et pas une nation, mais surtout que cette entité-là, elle prétend dresser un drapeau bleu et blanc avec l'étoile de David sur une entité, sur des terres qui ont été autrefois Dar al-Islam, c'est-à-dire des terres qui étaient autrefois islamiques, parce que vous savez que dans la conception musulmane, toute terre qui a été islamique, même un quart d'heure, si j'ose dire, ou même un jour, eh bien, elle doit rester islamique et redevenir islamique. Et donc, le conflit est verrouillé par le refus arabe, mais aussi par le refus, si vous voulez, j'allais dire, religieux et sociopolitique de l'approche de la direction palestinienne vis-à-vis des Israéliens. Et je crois que maintenant, ce que je dirais, dernière phrase, c'est que, en fait, là, je n'ai fait qu'un parcours historique, géopolitique, international. On a essayé d'avancer avec quelques jalons. Je ne suis pas rentré dans le détail dans les 14 refus, mais je suis en train d'écrire d'ailleurs toute une étude là-dessus. Il y a entre 14 ou 18, selon qu'on prend tous les sommets comme des propositions de paix, mais en tout cas, il y a une quinzaine de refus arabes qui ont jalonné l'histoire depuis 1947 et qu'ils n'ont pas raté une occasion, comme je le dis à l'introduction de cette étude, les Palestiniens n'ont pas raté une occasion de saisir l'occasion de la paix. Et c'est pas un hasard. On verra la semaine prochaine, si Dieu veut, que le fond du problème n'est pas géopolitique, n'est pas territorial, n'est même pas, comme avait dit le ministre des Affaires étrangères de Barak, Shlomo Ben-Ami, il avait dit que la différence entre le mouvement national juif, le sionisme, et les mouvements nationaux palestiniens, c'est que nous, les Juifs, on a toujours été empiriques, on a accepté centimètre par centimètre, même d'accepter le plan de partage, parce qu'on était seuls et isolés au niveau international. Pourquoi les Arabes ont refusé depuis 7 décennies? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils refusaient une occasion de saisir l'occasion de la paix, ils étaient confortés dans leur refus par la communauté internationale, d'abord l'Europe, ensuite les États-Unis, et que donc, en fait, ils se payaient le luxe de faire des erreurs, mais ils ne paieraient rien au niveau de leurs erreurs. Les seules choses qu'ils ont payées, c'est qu'à chaque fois que leurs erreurs étaient trop grandes, ils ont perdu du territoire. Et donc, si vous voulez, le fait est qu'on est dans une impasse parce que le problème, justement, n'est pas qu'un problème territorial. Et comme je le disais, si Dieu veut, on verra la semaine prochaine avec différentes sources, à la fois tanachiques et des sages d'Israël d'aujourd'hui, que, notamment au travers d'un livre qui s'appelle Sod à Palestine, le secret des Palestiniens, on verra que le problème est beaucoup plus qu'un problème territoire, c'est un problème d'identité, c'est un problème d'usurpation d'identité, c'est un problème qui ne trouvera pas de solution dans le contexte actuel.
Moi, j'ai assez de souffle pour des questions. S'il y a des questions, je suis prêt à les entendre. Ou si c'était trop court, moi, encore une fois, je suis disponible. C'est vrai que j'ai fait un long parcours d'1h10 là, mais autrement, vous les notez, on vous les poserait peut-être à ce moment-là, en introduction de la séance. On commencera par les questions la semaine prochaine, et je ferai peut-être ce résumé ensuite. Mais s'il y a des questions immédiates ou de mise au point, je suis prêt à y répondre. Oui, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Darmon? Oui. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Il y a deux choses qui m'ont, comment dirais-je, marqué dans ce que vous avez dit. C'est la première, enfin d'abord une première chose, une crainte, dans le sens où vous avez parlé de, comment dirais-je, d'un problème démographique au niveau, comment dirais-je, du Negev et de la Galilée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant dans le sens où si nous ne sommes plus majoritaires en Israël, c'est un problème pour l'avenir juif en Israël, la première chose. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que c'est que cette histoire ça relève de l'islam, je pense, de jamais de présence juive en Israël, de deux petits hôtels en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'ils font pour inventer des choses pareilles? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'ils disent exactement? C'est Ouais. incroyable, des choses pareilles. J'ai bien compris vos deux axes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parce que ce serait bien que je réponde qu'à la fin pour vous laisser avancer vos questions. Est-ce que quelqu'un veut, dans ce sens ou dans une autre dimension, rajouter un questionnement ou des remarques? Non, alors, c'est pas le cas pour l'instant. Alors, c'est très intéressant votre double questionnement parce que le premier point, c'est la question graphique. Alors ça, comment dirais-je, c'est le morceau de bravoure de ceux qui poussent à un compromis territorial en disant que finalement, si on laisse faire la nature, comme disait Arafat, la bombe palestinienne, c'est la femme palestinienne, c'est plus fort qu'une bombe, c'est ce qu'il disait dans les années 70. Et bien, si on laisse faire la démographie, on va se retrouver avec un État juif qui n'aura pas dont la majorité juive sera menacée. On va être obligé de faire un État binational et ça nierait, comme le dit en partie, disons, certains politiciens de la gauche israélienne, cela nierait les acquis démocratiques et les acquis surtout juifs et sionistes de l'État d'Israël. Alors je crois que là, on touche un vrai serpent de mer du conflit, on touche un des sujets qui revient sans cesse dans la presse. Je ne pourrais pas épuiser, si vous voulez, ce thème ce soir, mais je vais vous donner des directions de réflexion. D'abord, il est vrai que dans les années 70-80, la démographie palestinienne et arabe était très supérieure à la démographie juive, mais ces dernières années, sous l'effet et de l'ALIA, de l'ALIA massive, notamment venue de Russie, et surtout du fait que le niveau de vie a augmenté en Judée-Samarie, où le niveau de vie était aujourd'hui plus du tout ce qu'il était dans les années 60-70, il y a une baisse constante des taux de natalité arabes en Judée-Samarie et dans les grandes villes, à tel point d'ailleurs qu'à Jérusalem, les taux de natalité de la population juive de Jérusalem viennent pour la première fois depuis de longues décennies de dépasser les taux de natalité de fécondité arabe. C'est-à-dire qu'on assiste, si vous voulez, et d'ailleurs il y a une grande contestation, vous savez que les chiffres sur lesquels se fondent les leaders, par exemple, du cancioniste et du Parti travailliste et de l'extrême gauche pour dire qu'il est essentiel d'arriver à un compromis avant qu'il ne soit trop tard du point de vue démographique. Les chiffres sont des chiffres très contestés. Il y a, si vous voulez, les Palestiniens avaient fait un recensement au moment des années d'Arafat. Ils avaient recensé entre la Judée-Samarie et Gaza, ils avaient recensé près de 4 millions de Palestiniens. Or, d'après toutes les vérifications qui ont été faites, évidemment, on est dans l'approximation, ils avaient, ce qui est d'ailleurs très peu surprenant, puisqu'ils savent maquiller des vivants en les déclarant morts, ils peuvent aussi décupler le nombre des vivants. Ils avaient ajouté environ 1 million à leur recensement. Et donc, en fait, on parle déjà il y a deux types de recensement, deux types de chiffres. Il y a une équipe de chercheurs, de démographes israélo-américaines qui avait justement contesté cet argument ces dernières années en montrant bien
à la fois au niveau des chiffres bruts, mais aussi au niveau des taux de natalité, les choses n'étaient pas du tout aussi évidentes et que c'était un phénomène assez marquant, je le disais tout à l'heure, dans les années 70-80 et plus maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, regardez, on disait, même en Judée-Samarie, qu'il y avait 1,5 million d'Arabes, maintenant peut-être 2 millions, pour quelques centaines de milliers de Juifs. En fait, si on prend les territoires qui sont contestés, c'est-à-dire les quartiers de Jérusalem-Est, Malé Adoumim, Ariel, les grandes villes de Judée-Samarie, il y a aujourd'hui plus de 500 000, un demi-million de Juifs qui vivent en Judée-Samarie. Ce n'est pas du tout quantité négligeable. C'est pas, je dirais, comment on appelle ça, c'est La Fontaine, la grenouille et le bœuf. On est dans quelque chose de beaucoup plus relatif et surtout les dynamiques démographiques sont en train de changer. D'ailleurs, le mouvement sioniste a toujours relevé le défi de la démographie. Je vous signale que lorsque au deuxième congrès sioniste, l'entourage de Herzl et notamment Nordau avait préconisé la fameuse, entre le deuxième et le troisième congrès sioniste, la solution de l'Ouganda. Le grand argument de Nordau, c'était de dire, ce qui avait persuadé à l'époque Herzl, et heureusement que les délégués du congrès juif, et notamment les délégués russes, qui d'ailleurs à l'époque n'étaient même pas religieux, ont refusé l'Ouganda, c'était de dire que dans le meilleur des cas, et c'est écrit noir sur blanc dans les écrits de Nordau, c'est que si on crée l'État juif en Palestine dans les circonstances actuelles, dans le meilleur des cas, en l'an 2000, parce qu'ils étaient en 1900, 1902, ils voyaient un siècle plus tard, dans le meilleur des cas, on aura en l'an 2000 500 000 juifs qui vivront dans l'État d'Israël. Or, la réalité les a complètement dépassés, parce qu'en l'an 2000, il y avait plus de 5 millions de juifs, et donc, si vous voulez, le mouvement sioniste, tranche par tranche, et avec beaucoup de émouna, a toujours surmonté l'argument démographique par l'ALIA, aujourd'hui par des taux de natalité israéliens. Il suffit de se promener d'ailleurs, comme je l'ai fait moi-même ces derniers Shabbats, sur la Taillelet de Tel Aviv, pour voir que ce n'est pas seulement dans les milieux religieux et les milieux, comme on dirait dans le monde diplomatique, les milieux piétistes et ultra-orthodoxes juifs, qu'il y a des forts taux de natalité, mais quand vous vous promenez sur la Taillelet de Tel Aviv, vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes couples israéliens, avec ou sans kippa, avec ou sans boucle d'oreille, et des fois avec la kippa et la boucle d'oreille, qui ont des gosses et qui en ont des fois 2, 3, 4, et on est stupéfait de voir la vitalité de la jeunesse israélienne, pas forcément la plus religieuse et la plus orthodoxe, et ça c'est, si vous voulez, le pari sur l'avenir. Et c'est comme ça que, si vous voulez, cet argument démographique, il n'est pas central. Alors, c'est un sujet sur lequel il faut revenir avec plus de détails, etc. Je vous ai simplement ouvert une voie, c'est que cet argument, c'est un argument démagogique, fataliste, qui n'est plus aujourd'hui aussi prégnant. Enfin, vous avez parlé du négationnisme, j'ai parlé du négationnisme, vous avez relevé ça, mais c'est encore pire, je n'ai pu que vous en citer quelques extraits. Abou Mazen lui-même, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à part c'était l'un des co-organisateurs des attentats de Munich, il a dû sa notoriété au sein de l'OLP au fait qu'il a passé à Moscou une thèse sur la négation de la Shoah. C'est-à-dire que son approche de l'histoire juive, c'est de nier l'existence de la Shoah et de dire comment dirais-je, le mouvement sioniste a inventé la Shoah pour justifier Israël. Donc, déjà, on sait à qui on a affaire, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a, si vous voulez, dans la logique, j'avais expliqué ça à propos des printemps arabes et qui sont devenus des hivers islamiques, c'est que dans la logique de l'islam, si vous voulez, il y a une logique qui considère que le temps, l'histoire, c'est la conquête des espaces, puisque l'espace dans l'islam est divisé en deux catégories. Les terres qui sont soumises, c'est-à-dire l'islam, ça veut dire d'ailleurs en arabe soumission, les terres soumises au Coran et à la loi du prophète, au Coran, ce qu'on appelle la charia, et les terres qui sont encore celles des infidèles, qui ne sont pas soumises, ce qu'on appelle Dar al-Salam, c'est-à-dire les territoires planétaires placés sous le contrôle de l'islam et du Coran, et Dar al-Khereb, c'est le même mot presque en hébreu, de l'épée, les territoires de l'épée, où on fait le djihad pour soumettre ces territoires à l'islam. Et donc, si vous voulez, non seulement il y a une négation des droits historiques juifs et de tout passé juif, Arafat est allé plus loin devant Clinton, qui était éberlué, il lui a expliqué que le mur occidental, c'était en fait l'endroit où Mohammed avait accroché son cheval avant de monter sur le dôme du rocher. Il n'y avait aucune trace juive, il n'y avait aucun passé. Et ça, c'est dans les mémoires de Clinton. C'est pas
partisan ce que je vous dis là. Et on retrouve, si vous voulez, dans les écrits de l'OLP, on retrouve, et Arafat avait lui-même dit que il n'y avait jamais eu de temple à Jérusalem, et Clinton, qui était à la fois président des États-Unis et aussi joueur de saxophone, mais il faut quand même un certain niveau pour arriver au rang de président américain, et un certain niveau de culture générale tout de même, n'est-ce pas, même si on sait jouer du saxophone. Eh bien, Clinton, avec peut-être le peu de bagage historique qu'il avait de l'histoire de la région, il savait, en tant qu'homme cultivé, que toute l'histoire biblique reposait sur un passé des Hébreux sur cette terre, et à Jérusalem, et le roi David, et le roi Salomon. Non, David c'est David, et Abraham c'est Ibrahim, et en fait, le négationnisme va très très loin. Tout ce qu'il y a eu avant dans l'histoire, aussi bien du côté chrétien que du côté hébraïque, qui est encore plus ancien, c'est en fait des gens qui étaient musulmans sans le savoir. C'est-à-dire, avant que le prophète ne se révèle, c'est des gens qui ont frayé la voie. Comment dire, le Coran et l'islam considèrent que les deux religions précédentes sont en fait des passages obligés avant la révélation du prophète. Et comme ils disent sans cesse dans leurs explications, c'est que le dernier prophète, c'est celui qui a raison. Et donc, il annexe tout ce qu'il y a eu avant. Donc, cette négation, elle est inscrite dans l'islam lui-même. Pour paraphraser le Rav Uri Cherki, que vous connaissez peut-être, qui insiste beaucoup dans ses cours pour dire qu'il n'y a pas d'islam extrémiste, comme on entend trop souvent le leadership juif, en France d'ailleurs ou en Israël, dire il y a un islam intégriste, islam extrémiste. C'est un pléonasme, nous dit le Rav Cherki, parce qu'il sait de quoi il parle, parce que l'islam en tant que tel est une religion qui nie l'existence de l'autre et des autres et qui annexe toutes les autres cultures à sa propre culture. Je vous citerai une seule phrase qui a été prononcée par un leader national musulman laïque, qui était Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie indépendante, qui, rejoignant Alger quelques jours après que les accords d'Évian aient été signés, que donc l'indépendance de l'Algérie était accordée par la France à l'Algérie, a dit dans un interview qui est resté célèbre, qui d'ailleurs a été publié dans l'une des revues auxquelles je collabore de temps en temps, la revue internationale, ça s'appelle Politique internationale. À l'époque, il accorde dans l'avion qui l'amène à Alger, triomphant, il accorde une interview sur toute l'histoire de la guerre d'Algérie, etc. Et le journaliste dit, mais vous avez un moment, il y a eu des juifs qui ont voulu rester algériens, etc. Finalement, vous ne les avez pas acceptés, puis ça n'a pas pu marcher. Certains Français aussi ont voulu se faire algériens et on voit qu'ils sont minoritaires. Et finalement, il accule dans la discussion à Ben Bella à conclure en disant ceci, vous avez raison, il est vrai que nous, et c'est cette phrase qui est restée, je dirais, emblématique et qui rejoint tellement notre propos de ce soir, il est vrai que nous, les Arabes, nous ne pouvons exister, dit-il, que si l'autre n'existe pas. Fin de citation, Ben Bella, en 62. Nous ne pouvons exister vraiment que si l'autre n'existe pas. Donc toutes ces négations d'Abou Mazen ou d'Arafat, peu importe, c'est inscrit dans la conception de l'être musulman. C'est quelque chose qui dépasse beaucoup d'ailleurs la religion, c'est lié à la religion, mais c'est lié à une certaine manière d'être homme, qui est celle des arabo-musulmans, surtout quand ils sont nationalistes et religieux. Merci beaucoup. En tout cas, il est clair qu'une mentalité pareille, ils ne peuvent être que révisionnistes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même concernant la Shoah, c'est tout à fait évident, quoi. Mais écoutez, on verra la semaine prochaine si Dieu veut, si vous êtes là. Et je préférerais peut-être qu'on va faire une exception. Peut-être que si vous pouvez prendre rendez-vous vous-même, c'est bien, parce que vous avez déjà écouté ce que j'ai dit longuement ce soir. Ce serait bien parce qu'on commencerait par des questions, et à partir de là, peut-être après une demi-heure de débat, je systématiserai une sorte de conclusion, c'est-à-dire la troisième partie que je vous ai annoncée, c'est pourquoi ce conflit n'est pas résolvable dans les termes d'aujourd'hui, les termes de la géopolitique d'aujourd'hui, et pourquoi disent nos sages contemporains, c'est ce que dit entre autres le Rav, donc Matatyahu Gershon dans ce livre, qui s'appelle, Gersnerson, excusez-moi, qui s'appelle Sod à Palestine, le secret des Palestiniens, dit qu'en fait, il n'y a pas d'identité palestinienne en tant que telle, que ce n'est pas vraiment un peuple doté d'objectifs géopolitiques, d'établir un État. Comme je le disais en introduction, ça fait longtemps qu'avec tous les milliards qu'ils ont reçus de la communauté internationale, s'ils avaient voulu vivre en paix aux côtés d'Israël, à Gaza, en Judée-Samarine, ça aurait pu se faire, ça aurait pu même transformer Gaza et Ramallah en Singapour et en Hong Kong du Moyen-Orient, mais ils ne l'ont pas fait parce que leur but, ce n'est pas d'être à côté de nous, c'est d'être à la place d'Israël. Et qu'en fait, ce que nous délivre, mais
mais pas de manière géopolitique, c'est par toute une analyse qu'on fera la semaine prochaine, que je vous donnerai le substrat de cette analyse, de ce livre, c'est que l'identité palestinienne qui a été forgée, on a dit, par l'URSS en son temps dans les années 60, fin des années 60, et qui a été reprise au bon par le Quai d'Orsay et par l'Europe, c'est une identité qui n'est pas, en fait, contrairement à ce qu'elle prétend, qui n'a pas pour but de vouloir une paix côte à côte avec Israël, mais d'usurper l'identité d'Israël. Et donc, si vous voulez, c'est une identité d'emprunt. Il n'y a pas de culture et d'identité palestinienne spécifique, si ce n'est l'anti-judaïsme, l'antisionisme et l'anti-israélisme. Ce qui les fait exister, c'est d'être contre nous. Et c'est bien ce qu'on a vu ce soir, ne serait-ce qu'au niveau géopolitique. Maintenant, le Rav dont Netanyahou explique ça avec des catégories liées au Tanakh, liées à la Kabbalah, et liées aussi au verset de Bereshit. Je vous en donnerai quelques explications, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et juste un tout petit truc, après je vous laisse. Non, ça va, moi ça me dérange pas du tout vos questions. J'étais en train de me faire la réflexion que finalement c'est peut-être Mashiach qui va résoudre cette histoire-là, mais alors dans ce cas-là, est-ce que ça se fera sur un État, alors vraiment le très grand Israël qui va du Nil jusqu'à l'Euphrate, comme on le voit. Attendez, on en parlera la semaine prochaine, mais je signale que bravo, bonne question, très bonne question. Oui. On va peut-être en parler la semaine prochaine, mais je vais simplement une prémisse. C'est que si vous lisez bien la Torah, il y a 3 types de frontières qui sont données dans la Torah. Il y a la frontière de la promesse faite à Abraham dans Brit Ben Abetarim quand il est à Shrem et qui fait son premier sacrifice entre guillemets en arrivant en Eretz Canaan. Et là, il lui est promis non pas seulement les 7 terres de l'Israël de la mer au Jourdain, mais l'Israël des 10 terres. Il y a les 7 peuples cananéens, les 3 peuples Kénizi, Camoni, etc. Et ça, en fait, c'est Édom, Moab et Ammon. C'est si vous voulez, c'est en Transjordanie. Donc, il y a l'Israël des 10 peuples. On en parlera la semaine prochaine. Il y a l'Israël qui est donné dans la paracha, les frontières commentées par Rachid dans la parachat Massé de Dvarim. C'est l'Israël du Jourdain à la mer. Donc, c'est les 7 terres, si vous voulez. Il y a 7 terres. 7 terres plus 3, c'est-à-dire 10 qui sont donc le Brit Ben Abetarim, et il y a la promesse faite à Abraham de l'Israël, de la mer jusqu'au fleuve qui est l'Euphrate. Mais si vous voulez, il y a trois types de frontières. Alors, quelles sont les vraies frontières? J'ai l'habitude de répondre, mais ça, on en reparlera si vous voulez, c'est que ça dépend du mérite d'Israël. Quand nous sommes arrivés en 67, il a fallu attendre 67 que Tsahal, qui était divisé parce qu'il n'y avait pas de Tsahal en 49, on n'a pas eu Jérusalem, on n'a pas eu la Judée-Samarie parce que les bras armés d'Israël étaient divisés entre Herzl, Herzl, Lehi, Haganah, Palmar, et il a fallu 20 ans presque, de 47, 48 à 67, pour qu'on puisse avoir Jérusalem, parce qu'on a créé Tsahal et on s'est unis dans Tsahal. Toutes les factions du peuple armé se sont unies, on a eu le mérite d'avoir Jérusalem et le Golan et la Judée-Samarie. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'enjeu, c'est que ce qui est extraordinaire, je dirai la semaine prochaine en détail, c'est que il y a eu tout le processus d'Oslo a divisé terriblement la gauche, enfin la société israélienne entre droite et gauche, partisans de la paix pour les territoires et partisans d'aucune concession pour garder l'intégrité d'Eretz Israël. En fait, ce débat, il est clos aujourd'hui. Oslo est un échec. Une majorité des Juifs ne sont pas du tout pour faire des cadeaux aux Palestiniens, surtout qu'en échange, à chaque fois qu'on s'est retiré de territoire, que ce soit au sud Liban ou à Gaza, on a eu pire encore, et que les cadeaux qu'on a fait aux Palestiniens ou au sud libanais, ça a été interprété comme des signes de faiblesse de notre part et pas comme je dirais, un don. D'ailleurs, c'est ce que on sait que chez Ishmaël, il y a ce qu'on appelle le chesed de Touma. Parce que vous savez comme moi que dans toute mida, il y a une mida, il y a zeleumadze, il y a la mida positive, sans clipa, c'est-à-dire que nous on donne avec le cœur sur la main, même ce rabbin sur la photo de Oslo, qu'on soit ou pas d'accord avec lui, on voit qu'il y a une certaine bonté, une certaine générosité dans cet acte-là. Mais en face, quand on reçoit d'un juif, d'abord on ne reçoit pas une paix des braves, et on reçoit en considérant que celui qui donne est dégénéré, que celui qui donne est faible, et donc c'est ce qu'on appelle le chesed de Touma, c'est-à-dire qu'on considère qu'on reçoit
du chesed uniquement pour enfoncer l'autre et pas pour lui en être gré. Et donc, si vous voulez, c'est bien ce qui se passe dans ce corps à corps, c'est-à-dire qu'on a affaire à une mentalité, c'est le Tanya, dans le Tanya qu'on trouve cette notion qui est définie, qui est le chesed de Touma d'Ishmaël, c'est-à-dire que tout ce qui lui est donné, il en ressort un mépris de la part de celui qui reçoit pour celui qui donne. Et donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau géopolitique. On n'est certainement pas sorti de l'auberge, et vous avez raison de considérer, ce sera peut-être une des conclusions auxquelles on arrivera après d'autres démonstrations la semaine prochaine, que eh bien oui, la question palestinienne aura beaucoup de mal à se résoudre avant la délivrance complète et avant la Géoula, parce que en fait ce sera un problème qui s'évaporera de lui-même, parce qu'il n'y a pas d'identité palestinienne, il y a un discours d'usurpation, puisque vous vous souvenez d'ailleurs, Arafat avait dit dans le bateau qu'il a ramené à Tunis, le paquebot français avec toute son armada, il avait accordé une interview à Libération, il avait dit à Libération à l'époque je travaillais dans le journal plus ou moins, donc je sais de quoi je parle, il avait dit, nous les Palestiniens, nous sommes les Juifs des Juifs. Vous imaginez la perversion qu'il y a dans ce propos, c'est-à-dire on est les victimes des victimes. Et il avait mis la cerise sur le gâteau en disant, en fait, pourquoi? Parce que finalement, qui était le premier Palestinien? Jésus était le premier Palestinien. N'importe quoi, mais ce n'importe quoi, il a été gobé complètement par la compassion européenne, qui se sont transformés en résolution de l'ONU. Et si vous voulez, donc, on a affaire à un problème qui est le nœud gordien de l'identité juive, c'est-à-dire une identité qui aujourd'hui ne veut pas du tout pactiser, ne veut pas créer un État côte à côte, ne veut surtout en fait se servir du levier de cet anti-israélisme, anti-sionisme foncier de la communauté internationale pour dénier aux Juifs le droit d'avoir une patrie. Et heureusement pour nous, comme je le disais tout à l'heure en introduction, sauf Massé de Mershava Trila, c'est que à chaque fois qu'ils ont durci leur position et qu'ils ont pris les armes pour, comment dirais-je, pour vous croiser le fer avec nous, eh bien, on a élargi notre frontière parce qu'on s'est trouvé unis. Et si le peuple d'Israël se réunit et devient fort et se divise plus entre gauche et droite et en parti, parce qu'un parti c'est un niflaga, c'est vraiment un piloug, c'est la tour de Babel juive. Si on n'était pas une tour de Babel juive aujourd'hui, eh ben, croyez-moi, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour dans la société israélienne. Je dirais juste une phrase qui sera vraiment ma dernière phrase. C'était à l'époque, vous vous souvenez d'Oslo, où il y avait des manifestations, il y avait la droite, la gauche, malheureusement il y a eu le meurtre de Rabin, etc. Et il y avait à l'époque un slogan qui avait fait beaucoup l'unité d'Israël, c'était Aham im Golan, le peuple avec le Golan. Et bien il y avait un autre slogan auquel on n'a pas prêté attention, et maintenant qui trouve en fait à s'appliquer dans la société d'Israël d'aujourd'hui. J'ai parlé du consensus. C'est quoi ce slogan? C'était un petit slogan qui n'a pas eu grande popularité, mais qui est tellement juste, tellement vrai, et qui montre qu'on s'achemine vers le dévoilement du Mashiach, et qu'on est à grands pas déjà dans un processus de Géoula. C'est quoi ce petit slogan qui disait à propos justement et de la droite et de la gauche? Il disait comme ça en hébreu: Amanigim chalashim aval aham chazak. Les dirigeants sont faibles, et finalement la droite, la gauche, ça se ressemble pas mal en Israël, mais le peuple est fort. Et on sait que Et Semar David Abdecha, le Mashiach d'Israël, il va pousser des forces du peuple, il ne va pas pousser de la classe politique, de la classe rabbinique ou de la classe religieuse, il va pousser des forces du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, et c'est ça, si vous voulez, qui amènera la Géoula. On n'entendra plus parler des Palestiniens dans quelque temps. Merci beaucoup Richard, c'est passionnant de t'écouter, et toi tu es passionné par le sujet, on pourra en parler encore pendant des heures. Et ça tombe bien, puisque on se retrouvera la semaine prochaine, si Dieu veut, pour... Est-ce que tu es d'accord que la semaine prochaine, peut-être, même avec les gens qui... Mettons que, il y aurait peut-être tout le monde qui ont écouté l'exposé ce soir, on ne va pas le refaire, mais même s'il y a des personnes nouvelles, eh ben on commencera par peut-être un tour de table, pour inverser un petit peu la logique et faire que les gens posent des questions. J'essaierai après d'avancer mon propos en fonction des questions. Je suis tout à fait d'accord, et encore mieux, je demande aux gens d'envoyer même les questions en mail, à mon mail personnel. Je te le transmets, Richard. J'ai envoyé mon mail par chat. Je le renvoie maintenant, il va s'afficher. Vous allez dans le chat, Johan15B. Voilà, je vous l'envoie. Comme ça, vous pouvez envoyer vos questions en avance. Comme ça permet à Richard d'avoir une idée dans quel sens on va développer le sujet et de pouvoir construire quelque chose. Ça n'empêche pas que vous pourrez également poser des questions en direct, mais c'est sympa d'avoir des questions en avance. Voilà, merci à vous tous. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, qu'on soit encore plus de gens, que ce soit en plus interactif.
Merci Frédéric d'avoir posé des questions. Merci aux autres participants d'avoir été là. Un grand plaisir. L'Ilmod, c'est des cours pas que sur l'actualité au Moyen-Orient, c'est aussi des cours de Torah. Prochain cours qui aura lieu, c'est mardi soir. Donc lundi, il n'y a pas de cours. Mardi soir, on a 2 cours. Shmon Aprakim du Rambam, les 8 chapitres du Rambam qui parlent de l'éthique juive. On va parler là-bas ce mardi du libre arbitre. L'homme, où se situe le libre arbitre de l'homme, exactement. Et après, on enchaînera avec le Rav Pérez. Et là, on parlera, j'ai oublié, on avait commencé un sujet qui parlera de l'individualité et de la collectivité au sein du peuple juif. Mardi prochain. Merci à vous tous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, lesmod-fr. Voilà. Vous étiez en direct ce soir d'Espagne, de France, de Auxerre, de Paris, de Élie, de Jérusalem. Merci à vous tous. Bonsoir et shalom. Shalom à tous. Tu m'entends, Yoav?